Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce jeudi 2 octobre 2025. Le peuple béninois se voit de jour en jour proche de la date butoir du 11 janvier 2026, comptant pour les élections communales et législatives. Les partis politiques s'affairent en ce moment avec sans doute la préoccupation du positionnement qui demeure un casse-tête pour les responsables de ces formations politiques. Les ambitions ne manquent pas de part et d'autre, mais pour les partis qui souhaitent bien toucher le cœur des populations, ils devront miser au-delà de leur projet de législature. Ils devront donc miser sur un certain nombre de critères. Les modalités peuvent varier par endroit, mais la finalité est de mettre la bonne personne à la place qu'il faut en vue de faire un score qui permette de prétendre au partage des sièges. Et bien ce soir, on élabore autour de quelques critères qui font gagner la sympathie des hommes politiques auprès des populations. En tout cas, chacun a sa façon de voir les choses. Sans doute que les populations qui votent et les partis politiques qui les consultent sont dans des calculs divers. On en parle avec Geoffroy Zanou. Il est observateur de la vie politique. Geoffroy Zanou, bonsoir. Bonsoir, monsieur Wahab. Bienvenue sur le plateau de l'info. Continue. Vous êtes en face ce soir d'un confrère de la radio SRTB, Modeste Dompégrand. Modeste, bonsoir. Bonsoir, Wahab. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de l'info. Continue. Alors, il y a l'actualité qui évolue. On est un peu focus en ce moment sur la présidentielle où on cherche de voir de part et d'autre, les candidats. Mais il y a également la question des élections communales et législatives. Comment vous voyez l'ambiance en ce moment sur le terrain politique? Merci Wahab. Il faut déjà dire que l'ambiance politique, elle est ce qu'elle est. Et actuellement, au sein des états-majors des partis politiques, chacun s'affaire. Ils sont en train de mettre d'asseoir les cellules de base et ensuite il y a les redditions de comptes qui sont en train d'être faites. Et après ça, les mouvements vont continuer sur le terrain. On va voir comment chacun s'affaire et qui va nous apporter quoi. Alors quelle lecture vous faites de ce qui constitue l'ambiance de la vie politique en ce moment? Il faut le reconnaître, hein, c'est une ambiance qui tranche d'avec ce qu'on a l'habitude de voir pendant les élections au Bénin, puisque on sait que à 6 mois des élections au Bénin, il y a beaucoup de mouvements au sein des partis politiques, des alliances qui se font et se défont, des repositionnements. Chacun commence déjà, surtout quand on est à la fin d'un cycle national, chacun commence déjà par se projeter sur le futur. Voilà. Mais là, on n'a rien de tout ça. On a un calme plat. On l'a constaté et je l'ai lu également ce matin dans un des journaux paraissant sur la place, que les leaders de chaque parti politique, Patrice Talon, par ici, bon, je ne vais pas le dire ainsi, mais c'est lui qui chapeaute les deux grands blocs. Donc lui, Yahi Boni et autres détiennent encore les rênes donc, de leur parti politique et donc tiennent tous en laisse par rapport aux différents positionnements. Donc tout ceci mis à côté de l'autre fait qu'il y a une ambiance calme, assez sereine, qui parfois commence même déjà par inquiéter. Beaucoup se posent des questions, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se profile à l'horizon? On ne sait pas vraiment. Mais on est là, on observe. Il faut le reconnaître également, c'est la conséquence du choix que nous avons fait. Nous avons posé un diagnostic en 2016, à savoir qu'il y a trop de politique et que on est beaucoup moins concentré sur les réelles réalisations. Et donc, on a décidé de réformer. On s'est tous entendus sur la réforme, même si les modalités n'ont pas plu à tout le monde. Alors, au-delà de cette description que fait Modeste, selon vous, Geoffroy Zanou, qu'est-ce qui pourrait justifier, je dirais, cette ambiance que nous vivons, parce que il le souligne par le passé, en ce moment où on se dit les législatives sont là, la présidentielle est là, il y a toute une chaleur, une certaine effervescence. On doit, je dirais, ce calme quelque peu plat à quoi exactement? Même si on sait que par endroit, certains se sont déjà déclarés candidats. Il faut déjà reconnaître que ce calme plat s'observe par rapport aux décisions qui doivent venir des partis politiques, des responsables des partis politiques. Vous ne pouvez pas vous lever aujourd'hui et faire n'importe quoi. Vous devez vous plier
aux décisions qui seront prises au sein de vos partis, de votre formation politique. Par conséquent, il est judicieux d'attendre le mot d'ordre. Et c'est ce qui justifie justement le calme que nous observons sur le terrain. Parce que dans les années antérieures, à pareil moment, on va même déjà commencer à parler de pré-campagne sur le terrain, avant même que les campagnes elles-mêmes ne soient lancées. Nous observons déjà des regroupements ci et là, des rassemblements politiques, notamment dans les formes, au-delà même des formations politiques, dans les fiefs politiques de chacun. On voit déjà des mouvements. Mais là, on n'observe encore rien de ça. Et là, la bataille politique à venir sera vraiment âpre, et ce seront les travailleurs qui vont véritablement mériter ce qui leur sera. On est parti d'une hyper-individualisation des chapelles politiques à une hyper-centralisation aujourd'hui, où la réforme du système partisan a voulu remettre vraiment le pouvoir aux partis politiques et non plus aux individus. Et c'est ce qui peut-être... C'est-à-dire, vous notez qu'on a fait un effort de centraliser ou bien d'amener l'animation de la vie politique au niveau des partis politiques à proprement parler. Et oui, les partis politiques désormais, moins les individus, les leaders segmentés dans leur fief, mais désormais de grands regroupements comme l'a voulu la réforme du système partisan. Et donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui les partis politiques ont le dernier mot et tout le monde attend donc ce dernier mot-là. D'accord. Alors, il y a la question du positionnement, si on en vient aux législatives, parce que oui, quand on parle de la présidentielle, c'est qui est candidat, qui ne l'est pas, qui est policier et autres. On fait un focus ce soir donc sur les législatives. Est-ce que vous voyez les questions de positionnement au niveau des communales et législatives particulièrement, comme un exercice facile pour les responsables des partis politiques? Alors, Wahab, les questions de positionnement n'ont jamais été d'ailleurs un exercice facile. Ah bon? Parce qu'il y a d'autres qui estiment qu'ils sont plus méritants que les uns. Et par conséquent, il faut beaucoup de casse-tête pour pouvoir savoir qui mérite véritablement, qui a la trempe. Parce qu'il ne faut pas choisir, il ne faut pas positionner pour positionner non plus. Hein. Il faut voir qui a la trempe, qui est sur le terrain véritablement, qui est aux côtés des populations, il faudrait pas qu'on ait des candidats fantômes qui sortent du jour au lendemain de l'ornière. Ce qu'on appelle des inconnus au bataillon, c'est de nulle part, mais bon, ils atterrissent. Vous avez bien compris. Exactement, ils sortent de nulle part et c'est à l'approche des élections, on les voit, gaillardement, eux se pointent, ils viennent demander les suffrages, après ils disparaissent. Et c'est quand de nouvelles échéances arrivent qu'on les ressort. Ceux-là... forcément, ils seront pas véritablement avantagés sur le terrain politique. Par contre, ceux-là qui ont toujours travaillé, qui ont été proches des populations, qui ont été véritablement leur porte-voix et qui n'ont même pas, malgré qu'ils n'ont pas été élus, ont été là sans rien attendre en retour. Ceux-là, c'est le moment pour eux d'aller véritablement solliciter les suffrages de leur mandat pour pouvoir se faire élire. D'accord. Pour la question du positionnement, vous pensez que les présidents des partis, les responsables de ces partis politiques peuvent dormir sans s'inquiéter en ce qui concerne la question du positionnement? La question du positionnement a toujours été une question polémique au Bénin. On se souvient de 2015, juste après le positionnement au niveau des FCBE, il y a eu un branle-bas terrible. Ceux qui se sont sentis lésés dans le positionnement, ils sont partis. Et c'est ça qui a un peu fragilisé le parti FCBE entre-temps. Ce que je peux dire, c'est que ces échéances électorales, les élections générales s'entendant, législatives et communales qui viennent, il n'y aura pas vraiment de grandes nouveautés en ce qui concerne la composition même des listes électorales. À partir du moment où on en a l'habitude, c'est le 9e exercice qu'on s'en va faire là pour ce qui concerne les législatives. Donc on sait qu'il y aura des anciens aux côtés des nouveaux, il y aura des vieux aux côtés des jeunes. Maintenant, ces élections en même temps vont constituer une échéance probatoire pour la réforme du système partisan que nous avons effectué, en ce sens que désormais ce sont les partis qui vont donc investir les candidats, qui vont les représenter, et donc ce ne sera plus forcément qui aura mieux payé ou qui aura mieux financé, mais ce sera beaucoup plus, on s'attend plutôt à voir des gens qui ont fait leur classe dans les partis politiques, au sein des partis, qui ont nourri le débat d'idées, qui ont fait des propositions et qui ont donc permis à ces partis-là d'être viables sur le plan politique et social. Maintenant, à côté de cela,
Il y a également une différence qu'il faut observer entre les partis de l'opposition qui sont beaucoup plus dans l'observation et dans la discussion et les partis de la mouvance qui, eux, portent le bilan. Oui, et c'est là justement que ça se joue. Les partis de la mouvance auront tendance à surfer donc sur leur bilan et les acquis et donc n'auront pas forcément la pression de positionner des gens qui auront forcément des bases ou des fiefs, mais beaucoup plus des gens qui vont aller dans la perspective donc que ces partis-là se seront fixés, à la différence des partis de l'opposition qui vont forcément chercher des hommes, à positionner des hommes qui ont un ancrage dans des bases afin d'aller vraiment chercher les suffrages. D'accord. Alors, parlant d'ancrage, quand vous prenez par exemple le Cotonou, qui sont ceux que vous voyez par exemple en termes de rapprochement des populations? Parce que vous citez, et on l'évoquait d'ailleurs, si on estime que oui, les populations se disent, c'est beaucoup plus ceux qui sont à notre écoute, ceux qui ont, bataillé avec nous, qui nous ont apporté leur soutien, surtout en termes de dons, en termes d'accompagnement et autres. Vous savez, les populations ont leur lecture, les lectures, les partis politiques ont également leur lecture, comme je le disais dans mon introduction. Comment vous voyez les choses? Déjà, dans les circonscriptions de Cotonou, il faut dire qu'il y a 3 forces en présence. Oui. Quand on parle de force en présence ici, il s'agit des partis politiques. Et nous allons parler tout de suite de UPR, le Renouveau, le Bloc républicain et les démocrates. Quand nous allons tout de suite dans la 15e circonscription, où il y a 4 sièges à prendre, il faut dire qu'en 2023, les démocrates s'en étaient sortis largement avec 3 sièges. Et l'UPR avait un siège en la personne d'Elonis Koblivi. Quand nous venons dans la 16e, il faut dire qu'il y a 5 sièges à prendre, 3 sièges qui ont été pris par les démocrates. Le Bloc républicain s'en était sorti avec un siège avec Chantal Aïe et le maître Djogbenou qui s'en était sorti, dont le suppléant est à l'Assemblée nationale. Pour le compte de l'UP, le Renouveau. De l'UP, le Renouveau. Donc les démocrates, il faut dire que dans les circonscriptions électorales de Cotonou, les démocrates ne sont pas à négliger. Mais il y a quelqu'un qui travaillait là, dans ces 2 circonscriptions, en la personne de Sylvanus Aïssi. C'est un monsieur qui est présent sur le terrain depuis 2005. Il apporte du soutien aux couches défavorisées, il est aux côtés des jeunes, il accompagne les femmes en quête de financement pour des activités génératrices de revenus. Et pour le travail qu'il a eu à faire dans la 16e, je pense que le Bloc républicain gagnerait à le mettre en duo avec un Chantal Aïe. Et si ça part ainsi, ils sont sûrs d'office de remplir les 2 sièges. Ils auront quand même 2 sièges dans la 16e, en plus du siège réservé aux femmes comme bonus. Moi, j'aurais même proposé qu'on ne le maintienne même pas dans la 16e, mais qu'on le ramène dans la 15e. Alors, vous basez cette analyse sur quel aspect, par exemple? Oui, je base cette analyse sur l'aspect selon lequel, dans la 16e, où il avait été aux élections aux côtés des FCBE. Ici qu'en 2023, il était candidat pour le compte du FCBE avant de déménager et se retrouver. Vous avez compris. Et il s'en était sorti avec près de 5000 voix. C'est ça. 5000 voix, ce n'est pas rien dans la politique. Et avec ces 5000 voix, il va rejoindre maintenant le Bloc républicain. Avec ces 5000 voix, pour le travail qu'il a eu à faire dans la 16e, je pense que si lui, on l'enlève de là et on positionne quelqu'un d'autre aux côtés de Chantal Aïe, le Bloc républicain est d'abord sûr d'avoir 2 sièges au moins, en plus du siège bonus qui appartient aux femmes, bien sûr. On ramène un Sylvanus Aïssi maintenant qui a eu domicile dans la 15e et qui vit d'ailleurs avec sa famille, avec tout ce qu'il est en train de faire sur le terrain, les séances de salubrité qu'il fait par moment et tout. On le met ensemble avec un Atao Renouveau qui a pour bastion électoral la 15e. Voilà encore quelqu'un. Oui, bien sûr. Un Atao Renouveau qui a pour bastion électoral la 15e circonscription. On le met en duo avec un Sylvanus Aïssi. Attention, le Bloc républicain est également sûr de partir avec au moins 2 députés. Vous êtes mathématicien, même si vous n'êtes pas militant d'un parti pour rapidement. Chéri son argumentaire avec le parallélisme avec Atao Renouveau en termes d'engagement social et d'impact social, les 2 profils
sont parallèles, s'équivalent. Donc c'est pour dire... Mais est-ce que les données n'ont pas changé? C'est vrai, on cite, je dirais, ce score de Sylvanus ici en 2023, n'est-ce pas, 5000 voix environ pour le compte de FCBE. FCBE, au moment où il était positionné. Mais est-ce qu'en 2026, vous ne voyez pas les choses un peu corsées et que il faille davantage travailler? Les données ont changé au niveau des textes et des dynamiques qui sont en train d'être impulsées au niveau macro. Mais dans la société, les dynamiques n'ont pas tant que ça évolué. Exactement. On est beaucoup plus dans la proximité, surtout pour les élections législatives et communales. On est dans l'empathie. D'accord. Et le principal point sur lequel justement, où les griefs qui ont été portés aux candidats du pouvoir dans Cotonou aux dernières élections communales et législatives, c'était justement qu'il n'y avait pas une si grande proximité entre ces candidats, où il y a eu une scission à un moment donné entre ces candidats et la base. Et pourtant, les réalisations du gouvernement sont quand même justement, c'est pourquoi j'ai tracé, c'est pourquoi dans mes propos liminaires, j'ai tracé la différentielle entre les partis de la mouvance présidentielle qui vont surfer certainement sur les acquis et les partis de l'opposition qui vont surfer sur la proximité avec la base. D'accord. Puisque la population, pour eux, c'est qui est proche de nous, qui nous écoute. On a observé les deux tendances sur le terrain en 2023 pour législative et on a vu que c'est plutôt la tendance empathie et autres qui l'a emporté puisque les partis de l'opposition ont remporté la majorité des sièges dans Cotonou. C'est vrai que entre-temps, il y a eu beaucoup de réalisations également dans Cotonou qui se sont rajoutés des chantiers un peu partout actuellement dans la ville. Mais je pense que les partis de la mouvance gagneraient également à rajouter une seconde corde à leur arc. Et cette seconde corde, c'est justement d'aller chercher les partis de l'opposition sur leur terrain, là où ils ont été battus la dernière fois, c'est sur le terrain de l'empathie et de la proximité. C'est-à-dire constituer la liste en tenant compte non seulement des acquis à défendre sur le terrain, mais également en tenant compte des profils tels que ceux, par exemple, de Sylvanus ici, qui a gardé une certaine empathie, une certaine proximité vis-à-vis de la base. Un monsieur qui est très actif, tout le temps présent à certaines occasions, lors des fêtes, toujours présent à la base et également très porté par... qui, certainement, n'est plus à 5000 voix aujourd'hui, certainement avec la poursuite de ses efforts, s'est bonifié sur le terrain probablement. On aura l'occasion de mesurer ça si d'aventure il était candidat. Ça devient intéressant parce que bon, ça fait rappeler, je dirais, ces images qui sont passées dans nos éditions ici à Canal 3 Bénin où on voyait au moins Sylvanus ici au lendemain des grandes casses à Cotonou, les questions de déguerpissement avec l'inauguration, je dirais, de cette galerie marchande dans l'effet de reloger les femmes. Les femmes aiment ça, hein, comme on dit, les commerçants se disent, mais quand même, au-delà de tout, il y a quelqu'un qui a apporté un soutien à l'action du gouvernement, parce que oui, après les casses, le gouvernement cherche à reloger les gens, mais il y en a qui estiment que le gouvernement ne peut pas tout faire. Voilà. Moi, je voudrais déjà surfer sur le volet empathie dont parlait Modeste, qui est très important. Il faut faire remarquer que dans la 15e, le Bloc républicain n'avait pas eu de député en 2023. Et comme il disait Modeste, il faut aller chercher les opposants sur leur terrain. Et c'est là où les batailles, ça va se jouer. Parce que dans la 15e... Parce qu'on se dit que les opposants aussi ne se laisseront pas faire. Ce sera du tout d'accord. Justement, ce serait que le meilleur l'emporte. Parce que quand on va dans la 15e où le Bloc républicain n'a même pas eu de député, réussir à déloger véritablement les démocrates devrait être un challenge. Et moi, je conseillerais même, c'est une proposition, hein, je ne suis pas membre de parti politique, mais... C'est une lecture, vous faites une analyse, bien sûr, je dirais, de ce qui se passe sur le terrain. Vous avez compris, le Bloc républicain gagnerait à garder, unifier la direction de leur campagne pour, en ce qui concerne la 15e et la 16e. Au lieu qu'ils ne dispersent pas leurs énergies, que la même direction s'occupe de leur campagne au niveau des deux circonscriptions. Là, les énergies ne seront pas dispersées et les acquis seront bien engrangés. Là, on pourrait véritablement mettre la main sur ce qu'il y a à prendre comme siège au niveau de la 16e et sur ce qu'il y a à prendre au niveau de la 15e. Maintenant, sur le volet empathie, un Sylvanus a ici, aux côtés des populations, depuis ce temps-là, depuis
des millénaires, il a toujours apporté sa pierre à l'édifice. Il accompagne les femmes par-ci, il accompagne les jeunes par-là, il fait des actions de salubrité. C'est un monsieur qui n'a pas attendu véritablement d'être lu avant d'apporter sa pierre à l'édifice. Et c'est ce que les populations... Ça sous-entend que oui, c'est-à-dire si le compteur est à 0 à son niveau, alors pendant qu'il fait ses actions, si au moins on lui accorde le confiance, on ne peut même pas, il en fera on ne peut même pas dire que le compteur est à 0 parce que si les FCBE ont signé un accord de gouvernance aujourd'hui pour pouvoir aller aux élections, ils sont désormais avec les partis. Alors qu'il avait été le visage de FCBE en 2023. Vous avez tout compris, il avait été le visage de FCBE en 2023. Aujourd'hui, FCBE qui signe un accord de gouvernance avec le pouvoir en place et un Sylvanus Haïssi qui a été visionnaire, il faut dire qu'il a été un visionnaire, il a rejoint le bloc républicain en janvier 2025, le 18 janvier 2025 précisément. Et quelques temps après, FCBE qui signe un accord de gouvernance, ça veut dire qu'il est dans la ligne droite, il est nettement en progression par rapport à... On ne va même plus parler de ça devient un détail non négligeable quand on fait tous ces calculs, puisque là nous sommes toujours à Cotonou. On a affaire, il y a un nom que j'ai entendu tout à l'heure, Ataou Henouho, qui avait son réseau politique. Quand on parle de Sylvanus Haïssi également, c'est quelqu'un qui avait également un parti politique. Il y a que les réformes sont passées par là pour faire disparaître le parti, mais il n'a pas quitté la scène politique. Vous pensez vraiment que un rapprochement avec Ataou Henouho et autres, ça fera mal à Cotonou, comme on dit? Et oui, en fait, lorsque vous observez les profils des démocrates qui ont gagné, qui ont battu les listes donc les candidats de la mouvance en 2023, vous voyez que ces profils-là sont des profils identiques au profil de Ataou Henouho ou de Sylvanus Haïssi, voilà, qui donc sont au contact des populations. Et lorsque je fais l'extension vers les partis au pouvoir, les élus comme Delonis Koblevi, ce sont des gens qui sont au terrain et sur le terrain tous les jours, qui sont au contact, je voulais dire, des populations. Donc, ce qui est valable même pour les démocrates, pour l'opposition, a été également valable pour le parti au pouvoir, puisque pour les partis du moins au pouvoir, puisque leurs candidats qui ont été élus dans Cotonou, malgré toutes les difficultés qu'il y a eu, ce sont des gens de terrain. Donc aujourd'hui, ces profils de terrain, de proximité, constituent des atouts pour ces partis-là, puisqu'on a constaté en 2023 que les acquis n'ont pas, les réalisations n'ont pas été à eux, à elles seules. N'ont pas suivi pour convaincre les populations. Donc, c'est pourquoi je disais tantôt qu'il fallait aller chercher ces opposants sur leur terrain de prédilection, qui est le discours empathique à l'endroit de la population. Donc, mettre en avant également ces profils-là qu'il y a au sein des partis de la mouvance pour aller également sur ce terrain-là. Et c'est justement pourquoi les personnes comme Sylvanus Haïssi sont intéressants, surtout que c'est un profil qui cadre bien, qui a un parcours qui cadre bien avec le discours ou les orientations économiques que donne aujourd'hui le pouvoir en place, surtout en ce qui concerne la politique de l'emploi, où on invite les jeunes à l'auto-emploi, à l'entrepreneuriat. C'est un homme qui s'est fait dans l'entrepreneuriat, qui a créé sa première entreprise, c'était un ciné-club. Alors quand on regarde tout ça, bien de réalisation avec Sylvanus Haïssi, il y en a beaucoup également, une proximité avec les religieux, les confessions religieuses endogènes des églises et autres, mais il y a que souvent quand vous n'avez pas de parrain, vous avez beau faire toutes ces réalisations, vous avez beau être, je dirais, proche des populations et autres, il y a que le positionnement, c'est tout autre chose. Comment on fait, n'est-ce pas, pour que vraiment ces détails qui permettent, parce que bon, on est en train de travailler sur qu'est-ce qui permettra à des formations politiques de faire le meilleur des positions. Alors comment on arrive à ce que quand on n'a pas un grand parrain pour dire à côté, faites attention à ça, comment on fait pour mettre le curseur sur ces genres de personnes? Aujourd'hui, parler de parrain, c'est comme reculer. Parce que le gouvernement de notre président Patrice Talon a travaillé à ce qu'il n'y ait plus ce clientélisme politique au sein des partis politiques, au sein des formations politiques. Ce qui voudra dire, on parlait tout à l'heure des méritants. Et le président
surfe beaucoup plus sur ceux-là qui travaillent. Sinon, tout le monde se présente souvent méritant. Hein, on reconnaît, il y a des fois, on voit effectivement les réalisations, n'est-ce pas? Il y en a dont le service commercial de Canal 3 fait passer, n'est-ce pas, leur reportage parce qu'ils ont honoré. Donc, on a les preuves tangibles de certains qui font des actions sur le terrain. Mais au-delà de ça, on se dit, mais écoute, tant que tu n'as pas quelqu'un qui est proche pour dire mettez-moi celui-là, ça passe pas. Je ne pense pas que ça ne se passe plus comme ça aujourd'hui. Parce que quand on parle de méritants, il y a quand même des actions. Quand vous prenez sur celui dont nous étions en train de parler depuis, quelqu'un qui est présent sur le terrain, un opérateur économique à succès qui a été véritablement... Il n'a pas attendu d'être élu. Oui. Par contre, il y a des gens qui ont été élus et qui ont disparu des radars, on ne les a plus vus. Et c'est bientôt, nous allons commencer à les voir défiler tout à l'heure. Mais là, les populations ne vont pas véritablement faire attention à ceux-là. Donc, quand on parle de méritants, il n'y a pas des gens qui font des réalisations de façon sporadique, mais qui sont ceux-là qui ont été constants dans leur réalisation, dans leur rapprochement avec les populations, tout le temps durant jusqu'à ce que les échéances de positionnement n'arrivent. Et donc, entre ceux-là qui viennent par moment, qui sont des fantômes que vous ne voyez une fois en 5 ans, une fois en 4, et une fois en 4 ans, et ceux-là qui ont été véritablement présents. Je pense que les formations politiques, les partis politiques... Et vous pensez que ces formations politiques vont tenir compte de ces détails? Bien sûr, bien sûr. Et elles n'auront même pas le choix. Parce que vous voyez, les formations politiques vont faire attention à ces détails. Parce que 2026, on se dit, c'est tout autre chose. Hein, parce que oui, il y a le score que vous connaissez, doit dire à Sylvanus Haïssi et bien d'autres, mais on se dit, écoutez, 2026, c'est de grands enjeux. Est-ce que cela suffirait, n'est-ce pas, pour influencer les choses? C'est justement en cela que je disais tout à l'heure que ces prochaines échéances-là constituent une période des échéances probatoires pour la réforme du système partisan, parce que là, on a remis tous les pouvoirs aux partis politiques et tous les regards sont tournés vers ces partis politiques. Est-ce que ces partis-là vont retomber dans les travers du clientélisme politique, du népotisme, ou est-ce qu'ils vont vraiment promouvoir les vrais profils? Libre à eux. De toutes les façons, il y a des constantes sur le terrain qui veulent que ce soit des profils de terrain reconnus et qui vraiment s'illustrent par le contact avec les populations, qui soient mis en avant. Ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les derniers chiffres des résultats et les profils qui ont émergé des urnes après ces élections de 2023 qui le disent quand on parle de Delonix, quand on parle de voilà. Vous avez cité Chantal Haï. Exactement, ce sont des profils de terrain qui sont connus bien avant même l'avènement du régime de la rupture. Chantal Haï, c'est un nom que moi j'entendais dans Cotonou, à Kwakwa et environ, depuis l'époque même bien avant Yahi Boni. Donc ce sont des profils de terrain qui ont émergé des urnes en 2023. Et je doute fort que cette tendance-là puisse s'inverser de sitôt. Du coup, lorsque vous avez des personnages ou des personnalités telles que Atao Henouho ou Sylvanus Haïssi, ça devient des atouts dans un contexte pareil. On se dit qu'au-delà aussi des dons, pour ne pas dire de la proximité avec les populations, il faut également une question, un parcours. À ce parcours, il faut également ajouter le carnet d'adresse. Est-ce que celui dont vous parlez, vous le sentez avoir le carnet d'adresse qu'il faut pour pouvoir répondre à tout? Le principal carnet d'adresse, à mon entendement, ce sont les électeurs qu'ils font. Lorsque vous avez l'assise, l'ancrage électoral qu'il faut, ce sont les relations qui vous cherchent. Ce n'est pas forcément vous qui allez courir. 5000 voix dans Cotonou, voilà, ce n'est pas rien. Alors que l'électorat de Cotonou, c'est un électorat difficile à convaincre. Oui, exactement. Djogbenou et autres pourront nous en dire nous en dire un peu plus. Et surtout ceux qui ont également été éprouvés un peu dans Cotonou. Bien sûr, en parlant de carnet d'adresse, l'homme n'est même plus à présenter. Celui dont nous parlons, Sylvanus Haïssi, n'est même plus à présenter. En termes de parcours politique, quelqu'un qui a fait ce temps-là avec FCBE, et après les dernières élections, récemment, il a rejoint
les partis en place, le bloc républicain notamment, celui-là, on ne peut pas le présenter. On peut dire que s'il n'y avait pas quelque chose à vendre également, c'est pas sûr qu'il soit accepté là-bas. Exactement, ne va pas ne rejoint pas un parti politique qui veut, mais qui peut, qui a la trempe, qui a la capacité, qui a la carrure pour le faire. Et donc, s'il va là-bas, c'est qu'il a quelque chose à vendre. Qu'on le mette aujourd'hui, que ce soit, peu importe dans les deux circonscriptions, peu importe là où on le met. Bien positionné dans quelques marinos, que ce soit. Il va s'en sortir. D'accord, on va conclure. Comment vous voyez, je dirais, les réalités en 2026 à Cotonou, de façon résumée, là, on a fini nos échanges. Après ou après les élections? Oui, d'ici 2026. De ce temps qui nous conduit jusqu'en 2026 avec les réalités liées au positionnement, la campagne et autres. Comment vous envisagez les choses? Alors, nous observons jusqu'à présent, il y a un calme plat. Les choses vont commencer véritablement par bouger lorsque les noms vont commencer par circuler de façon vraiment claire et réelle. On a entendu parler d'une commission qui serait mise en place au sein des démocrates pour peaufiner les profils et préparer les dossiers. On attend, on observe. Ce qui est sûr, ça va passer de 0 à 100 en très peu de temps. Ça, c'est sûr. Vous voyez les choses monter de façon peu de mots pour conclure. Non, on va dire que les joutes électorales ont toujours été des moments de liesse, des moments de fête, et c'est le moment pour les populations de sortir. Les populations n'attendent que ceux qui méritent soient positionnés et qu'en son temps qu'elles aillent simplement pour choisir ceux qui se représenteront leur porte-voix. Les bons positionnements vont davantage les motiver. D'accord. Geoffroy Zanou, merci beaucoup. Modeste donc merci beaucoup pour votre disponibilité ce soir. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure, à 23h, vous avez la rediffusion et demain, autour de 10h30, on se donne rendez-vous en direct demain pour partager avec vous le reste de l'actualité. Allez, portez-vous bien.